Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Dakar, pour faire le débrief de l'étape du jour. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, sur une étape qui a mis beaucoup de temps à démarrer. On va revenir pourquoi. Et je vais donner mon avis sur cette affaire, notamment du côté des motards. On reviendra également sur les différents classements, du changement chez les autos, du changement également en SSV. Enfin voilà, dans pas mal de catégories, il y a eu des petits changements. En Malmoto également du changement, mais ça va rester serré demain. Et puis on reviendra également sur les Dakar classiques et sur l'étape de demain, avec notamment un départ un petit peu particulier demain depuis Choubeita. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Je vais essayer d'enregistrer ce soir. Donc ça veut dire qu'elle pourrait être en ligne demain ou après-demain, samedi. Samedi, de toute manière, il y aura des vidéos cyclisme, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, il y aura des présentations, il y aura aussi une présentation du Down Under, il y aura aussi présentation de Giro Vuelta, donc voilà, il y aura des vidéos cyclisme, ça reprend, là, le Dakar s'arrête, donc je vais récupérer un petit peu de temps, même s'il y a le biathlon, normalement je devrais réussir à un peu mieux m'en sortir dans les jours à venir. Et puis bah, on fera le Down Under, hein. Normalement, si c'est diffusé normalement sur la chaîne Équipe, donc on fera le Tour Down Under pour débriefer cette première course de la saison. Eh bien, on commence tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'étape du Dakar? Bah, ça a été compliqué parce que on a eu l'impression à un moment, moi j'ai eu cette impression-là quand j'ai vu les images, qu'on était sur le Tour d'Italie en cyclisme et que vous avez les coureurs qui se sont tous réunis parce qu'ils veulent pas faire une étape, parce qu'ils considèrent qu'il fait trop froid, qu'il fait trop chaud. Et comme l'organisateur, ils savent désormais que l'organisateur du Tour d'Italie en cyclisme lâche du lest, eh bien ils décident de faire le forcing. J'ai eu totalement cette impression-là du côté de la moto. Les autos voulaient partir, hein. Là du côté des autos il n'y avait aucun problème. Là les motos c'était du foutage de gueule. Mais vraiment c'était du foutage de gueule. Le brouillard avait disparu, donc le matin ils ne pouvaient pas partir à l'heure indiquée parce qu'il y avait du brouillard. Ok d'accord, il y a du brouillard, c'est dangereux, les hélicoptères peuvent pas décoller, peuvent pas voler en sécurité, donc là on fait pas partir, c'est tout à fait normal. Par contre après c'était du foutage de gueule. Entre Sanders qui voulait pas faire les kilomètres dans le sable, Tosha Sharana, alors j'ai absolument pas compris. Sharena, parce qu'aujourd'hui il fait une belle spéciale, mais il voulait pas repartir, peut-être qu'il avait peur pour son épaule. Enfin voilà, il y avait Van Beveren, grosso modo, qui voulait y aller. Ce qui m'énerve dans ce genre de cas, c'est que bah, on devrait faire un vote, tout simplement un vote, dans ce genre de cas, mais surtout le vote, il devrait pas être fait à la dernière minute, quoi. Au bout d'un moment, mais on devrait faire un vote, pour moi, anonyme, où les mecs disent on veut la solution A, B, C, on leur propose 3 solutions ou 2 solutions, et voilà. C'est comme dans le cyclisme en fait, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme dans le cyclisme, on a l'impression qu'il y a un peu des têtes d'affiche qui prennent les décisions et les autres sont obligés d'accepter les décisions qui sont prises par les têtes d'affiche. Castera disait qu'il y avait 70-80 pilotes en termes de pourcentage qui ne voulaient pas faire l'entièreté de l'étape. Faudrait voir si c'était que les rallyes GP ou également avec les rallyes 2 compris. Si c'est les rallyes GP, bah, faut faire du vote anonyme et il faut faire voter tout le monde, même les rallyes 2. Si c'est tout le monde, bah, moi j'ai envie de leur rappeler que c'est le Dakar. C'est-à-dire que s'ils considèrent que c'est trop dur, il y a plein d'autres rallyes raids dans le monde. Le Dakar, c'est dur. Oui, vous avez la Barra du Portugal, c'est plus simple. Mais ça n'a pas l'aura du Dakar non plus. Le Dakar, c'est dur. C'est comme un Vendée Globe. C'est dur. Un Vendée Globe, c'est pas facile. Voilà. Bon, c'est-à-dire que si tu veux faire une course où il n'y a pas de danger, tu fais pas le Dakar, tu fais pas de rallye raid. Rallye raid, il y a du danger. Si tu veux pas rentrer de nuit, tu fais pas du rallye raid. Parce que tu peux rentrer de nuit. Là, l'argument de dire oh bah parce que les derniers ils vont rentrer avec soleil rasant, tous les matins, les premiers ils partent soleil rasant. Ils partent à 7 h, ils partent avec le soleil rasant, c'est un sport d'extérieur. Un
sport d'extérieur, bah oui, les conditions sont changeantes. Tu crois qu'à Abu Dhabi, par exemple, quand il y a la Formule 1, ils arrêtent la course, tu sais, ils font une pause le temps que la nuit arrive? Bah non, ils font le Grand Prix. Même s'il y a le soleil rasant, tu t'adaptes. Tu crois que Vatamen, quand il met sa main comme ça à Pikes Peak, il dit ah bah je m'arrête parce qu'il y a le soleil qui est rasant. Bah non, il le fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut s'adapter aussi. S'il y a le soleil rasant, bah faut rouler un petit peu moins vite, faut mettre un petit peu moins d'attaque, mais ça fait partie de la course. Enfin, là, et en plus, enfin, très clairement, ils n'allaient pas rentrer de nuit, il était 10 heures, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils ont fait démarrer l'étape, il était midi. On savait que l'étape allait pas durer 6h30 non plus. On sait qu'il fait nuit à 17h, 17h30. Bon, bah là, les jours d'avant, quand les étapes font 800 km, ils se sont absolument pas plaints des mecs qui rentraient de nuit. Quand il y a eu la 48 heures chrono au bout de 2 jours de course et qu'il y a des mecs qui se sont retrouvés à dormir au refueling, et là, à ce moment-là, ils se sont pas plaints, les mecs. Hein. Donc non, c'est quand ça les arrange. Et je trouve ça absolument ridicule. Et je trouve que les pilotes moto se sont ridiculisés aujourd'hui. Mais vraiment ridiculisés, les pilotes moto. Et les pilotes de pointe notamment. Et je pense à Tosha Sharana, à Sanders. C'est un Dakar. Si vous voulez une course plus facile, il fallait pas faire le Dakar, il fallait pas y aller, il fallait libérer la place pour d'autres. Le Dakar, c'est dur. Et je trouve qu'en plus, cette année, le Dakar est dur, certes, mais en termes de dunes, on n'a rien eu. Hein. Parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a manqué, moi, sur ce Dakar, c'est les grosses journées de dunes. Mais regarde, est-ce que l'organisateur peut faire des grosses journées de dunes quand tu vois ce que font les pilotes à se plaindre? Parce que la veille, les mecs ils se plaignent pas alors qu'il y a 500 km de liaison, et ça je trouve ça beaucoup plus ridicule de mettre 500 km de liaison. Il y a personne qui s'est plaint du côté des pilotes de pointe de devoir faire 500 km de liaison avant de faire une spéciale. Je trouve ça moins intéressant et dangereux en plus. Alors que là, pour une spéciale de 275 bornes, ça y est, il est 10h30, on peut plus partir. Bah non. Soyez réglo à un moment, il y avait des intérêts sportifs. Je pense que Castera ce soir, on verra ça je pense demain, peut-être ce soir dans la vidéo de Benjamin Mello. Mais très clairement, je pense que Castera vraiment va gueuler, je pense, voilà, et que ça va pas être un briefing sympathique. Voilà, parce que là, très clairement, c'était ridicule. Et je trouve que là, vraiment, les mecs se sont ridiculisés. Autant des fois je le dis, hein, faut mieux pas partir parce qu'en termes de sécurité c'est du n'importe quoi, je l'ai dit notamment cette année sur des courses en Italie, du côté du cyclisme, voilà, mais là il n'y avait pas de problème de sécurité. Le brouillard s'était levé, donc là il n'y avait pas de souci. Si on les avait forcés à partir à 8h, qu'il y avait du brouillard et qu'on ne voyait pas plus de 20 mètres, non, là j'aurais dit là c'est dangereux, là c'est du grand n'importe quoi de la part de l'organisateur. Mais l'organisateur. Et puis après c'était oh, on a plus d'eau dans nos camelbacks. Enfin, vous avez vu un départ de Dakar, vous voyez avec Benjamin Mello, il y a des cafés, il y a de tout. Surtout que là en plus je pense que les équipes d'ASO sont venues de manière un petit peu plus nombreuse. Donc non, il y avait la possibilité de remettre de l'eau dans les camelbacks. Alors oui, ils n'auraient pas eu toutes les boissons en plus, mais ils avaient la possibilité. Ils pouvaient aussi faire attention de ne pas boire l'entièreté de leur camelback quand ils ont attendu, parce qu'ils n'ont pas attendu non plus 5 heures, hein, ils ont attendu 2 heures. Hein. En gros, 2-3 heures sur la zone de départ. Donc ils n'étaient pas obligés de boire aussi l'entièreté de leur camelback avant le départ. Ils pouvaient améliorer la gestion. Au niveau des bars, je pense qu'il y a de la nourriture à un départ de spécial et puis on pouvait ramener un peu de nourriture. Voilà, sauf que non, les mecs ils voulaient pas faire l'étape. Il faut juste dire, ils avaient la flemme de faire l'étape. Si t'as la flemme, tu fais pas le Dakar, tu fais autre chose. Je suis désolé, mais il y a un moment, moi ça m'énerve parce que des fois, il y a vraiment besoin en termes de sécurité d'arrêter et on n'arrête pas certains événements sportifs. Alors que là, très clairement pour moi, la sécurité est assurée quand on voit les images. Alors, donc je trouve ça ridicule. Voilà. Je pense pas que Castera, il envoie tout le monde au casse-pipe. Il a été concurrent, Castera. Il a vu des potes mourir, Castera, sur le Dakar. Il a connu les Dakar en Afrique. Il a vu les Dakar où parfois, en termes de sécurité, c'était moyen. Donc il sait ce que c'est le danger, Castera. Il envoie pas les mecs au casse-pipe. Donc je trouve que c'est un irrespect envers l'organisateur. Mais comme je l'ai dit cette année, par exemple sur le Tour d'Italie, quand les mecs font le forcing pour raccourcir les étapes, où je dis c'est un manque de respect envers les spectateurs. Alors là, sur le Dakar, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a les téléspectateurs. C'est un manque de respect, je trouve, envers les téléspectateurs. C'est un manque de respect envers
envers tout le monde. Et puis là, au final, leur heure de discussion, bah, ça a ralenti le départ de l'étape. Hein. Donc ils sont partis plus tard, ils ont eu du sable mou. Bien joué les mecs. Vous auriez pu partir 1 heure avant. Mais bon, si vous aviez pas perdu du temps à discutailler pour pas grand-chose. Bon, on regarde tout de suite l'étape 10, les abandons. Pas beaucoup d'abandons pour le moment, mais bon, il y a encore des concurrents qui doivent être en spécial, hein, parce qu'il est 19h, alors 19h30, je pense qu'ils sont arrivés désormais, mais bon. Un concurrent classique, Benavente, enfin Del Rio, Raphaël Benavente Del Rio. Un pilote en moto, un pilote saoudien, Abdoulaim Almoguera, et puis un pilote en challenger, Pedro Gonçalves et Hugo Magalhães également, qui ont abandonné. C'est toujours triste d'abandonner un jour de l'arrivée, hein. Ça fout toujours un petit peu les boules. Bon, vainqueur de cette spéciale, et qui aurait peut-être mieux fait de fermer sa bouille, parce qu'il aurait peut-être repris plus de temps aujourd'hui, c'est Tosha Charena, le pilote espagnol, qui reprend 7 minutes sur Sanders. Alors c'est pas suffisant, hein, Sanders garde une dizaine de minutes d'avance. Demain, je pense que ça sera trop compliqué de faire la différence, surtout que tous les pilotes se suivront. Mais belle spéciale de Tosha Charena, qui semble diminuer physiquement, mais qui a fait une belle journée à l'avant, devant les deux qui voulaient partir aujourd'hui, c'est-à-dire Benavides et Van Beveren, qui eux voulaient faire la spéciale, malgré le fait que Van Beveren ait chuté à la réception d'une bosse, et il a essayé de cravacher un maximum, hein, mais il a chuté. Et c'est vrai que 3 chutes sur ce Dakar, c'est trop pour Adrien Van Beveren, qui avait chuté sur les premières étapes. Voilà, il a eu 3 grosses chutes sur ce Dakar. Ça lui a coûté les 25 minutes qu'il a de retard, parce que quand vous regardez l'écart qu'il a désormais avec Sanders, c'est quasiment l'écart qu'il avait il y a 3 jours, au bout du 3e jour, après la 48 heures, hein, c'était l'écart qu'il avait, ça n'a pas bougé. Comme quoi aussi, du côté du règlement FIM, Sanders a été rapide, ça on est d'accord, mais du côté du règlement FIM, que le mec qui gagne le prologue puisse choisir sa place sur l'étape 1, ok d'accord, mais que sur la 48 heures, on fasse un départ inversé, c'est-à-dire que le vainqueur de l'étape de la veille partent en dernière position et toutes les traces, ça non, parce que ça donne un avantage. On a vu quasiment les 20 minutes qu'il a pris à ce moment-là, c'est les 20 minutes qu'il a à l'arrivée. Voilà, l'avantage qu'il a pris à ce moment-là, ça l'a mis dans une situation mais énormément favorable. Et là, je pense que du côté de la FIM, on aurait pu faire un règlement un peu plus intelligent et calqué sur celui de la FIA, pour éviter d'avoir en plus des casse-têtes entre d'un côté le prologue compte pas, de l'autre côté le prologue compte pour le général. D'un côté, on démarre dans le sens du classement de la veille, dans le sens inverse du classement de la veille. Enfin voilà, ça fait des nœuds dans la tête dans tout le monde, et ça pose quand même des gros soucis en termes de règlement. De Luciano Benavides deuxième. C'est marrant, Benavides, alors il fait une meilleure deuxième semaine que la première. Lui aussi, il regrettera le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de dunes sur ce Dakar, comme Van Beveren. Mais ce qui est marrant du côté de Benavides, c'est qu'il a vraiment été très discret en première semaine. Je dirais qu'on le voyait quasiment pas. Par contre, en deuxième semaine, les 2 victoires de spécial, il a envoyé du pâté. Ça n'a pas suffi, mais bravo quand même Benavides pour cette deuxième semaine. Une fois que son frère a arrêté quasiment son Dakar. Van Beveren troisième, comme au général, en passant. C'est bon voilà, il a dit il avait pris un gros choc. Donc ça a vraiment même endommagé un peu la moto qui était un peu en mode défaut, c'est-à-dire qu'il a perdu de la puissance. Bon, il a tout donné. Aujourd'hui, il savait que c'était un terrain qui pouvait lui convenir. Le fait qu'on ait retiré un petit peu de kilomètres, voilà, ça n'a pas joué à sa faveur du côté de Van Beveren, mais qui est deuxième Honda devant Brabec, qui a eu un Dakar, c'est un peu comme Skyler Hoves, c'est pas un Dakar horrible, mais c'est un Dakar moyen, et ça suffit pas pour aller chercher un Dakar moyen. Brabec, ce qui lui coûte très cher, c'est l'étape où il fait une énorme erreur de navigation qui lui coûte 20-25 minutes ce jour-là, et ça lui coûte extrêmement cher. Skyler Hoves, il doit travailler encore aussi sur la navigation, et je trouve qu'il a été moins rapide que d'autres années, le pilote
américain. Ignacio Cornero, 5e. Bah, comme je disais, lui aussi, il regrettera peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de dunes. Mais il a vraiment une première semaine compliquée. Je pense qu'il n'avait pas du tout les bons réglages. Et ça a changé à la marathon. C'est-à-dire, il fait une très bonne étape marathon. Et ensuite, il a vraiment trouvé le bon rythme. C'est dommage le temps perdu sur les 4-5 premières journées parce qu'il perd quasiment 45 minutes en tout début de Dakar. Et quand on va voir l'écart qu'il a au général, bah, c'est un écart qui lui coûte très cher parce qu'ensuite, il a vraiment été dans le bon tempo. Bah, Daniel Sanders, c'était pas une journée facile aujourd'hui pour Sanders parce que c'était un peu la journée hyper dangereuse. C'était en tête du général du Dakar. Voilà, bon, le départ met du temps à se faire, et puis bah, tu sais que tu as un peu la pression de KTM quand même derrière, que ça peut peut-être énormément relancer même le constructeur, ça peut peut-être aider le constructeur, donc tu as une double pression. Parce que quand tu es chez Honda, en ce moment chez Honda ça va en termes financiers, donc ça tu t'en sors pas trop mal. Par contre en ce moment dans l'équipe KTM, on sait, hein, le constructeur ça va mal, c'est inquiétant même. Alors, il y a plein de gens qui essayent de nous rassurer du côté de chez KTM. C'est quand même très compliqué en ce moment. Et c'est vrai que Daniel Sanders, bah, ça va peut-être faire du bien encore une fois aux employés aussi de l'équipe d'aller chercher ce Dakar. Mathieu Devez, dommage, lui son début de Dakar, bon voilà, avec problème mécanique. Parce que les dunes, ça lui a plutôt très très bien réussi à Mathieu Devez, le français, devant Tony Mulek, Stéphane Zvitko et Skyler Haas qui complètent le top 10 de cette étape. On retrouve ensuite Dabowski, Rui Gonçalves, Romain Dumontier qui finit quasiment dans le même temps que Benjamin Bello, qui finit quand même devant Edgar Canet et devant Tobias Epster et devant Doherty, donc devant 3 bons pilotes. Alors il le disait, Benjamin Bello, j'ai bien aimé son approche hier, Benjamin Bello. Certains CRS se seraient inquiétés de partir 7ème et de se dire je vais peut-être pas avoir beaucoup de traces et il aurait mieux fallu que je parte derrière. Lui il a dit je m'en branle. En fait, et les autres pilotes qui vont me rattraper vont me tracter. Et j'ai bien aimé son approche parce qu'il avait vraiment une approche combative. Et pas du tout je suis résigné. Voilà, il était dans le combat et dans son match. Et je trouve qu'il est... je vais dire un complément sur Benjamin Bello, mais ça fait depuis 3 ans que je suis ses vidéos sur YouTube. Je trouve que cette année, il a eu un comportement beaucoup plus de tueur. Les dernières années, quand vous regardiez ses vidéos, bah, sur les étapes cailloux, il était souvent assez énervé, résigné. Bon, il se plaignait pas mal sur ces étapes-là. Aussi, il y avait souvent un moment sur une étape où il avait un problème technique qui lui faisait perdre un quart d'heure, 20 minutes. Cette année, il n'y en a pas eu. De problèmes techniques, je dirais, genre une durite qui casse, à part son ventilateur, au départ sur les 48 heures, où il a un problème de ventilateur et de sonde, mais sinon il n'a pas eu de gros problèmes, Benjamin Bello, et je trouve qu'il est beaucoup plus tueur, c'est-à-dire dans l'idée où il veut vraiment aller chercher le classement général. C'est vrai que les années précédentes, il était hors classement, donc c'est vrai qu'il faisait la course, mais le classement, c'était plus le scratch, et bon, il savait qu'en mettant un minimum de poignée de gaz, il était dans le top 30. Et je sens que l'année dernière, il avait été un petit peu déçu de son Dakar, au niveau résultat, je pense, et ce qui fait qu'il est peut-être reparti à l'entraînement 2 fois plus fort, avec Bouzig. Il y avait peut-être aussi, c'était compliqué, parce que il s'était fait peur avec Bouzig, sur le rallye du Maroc, donc peut-être que ça avait quand même perturbé sa préparation. Là, c'est vrai que je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir Bouzig, mais il était peut-être plus concentré sur sa course au final, mais je pense que le fait de revenir en fait dans le classement, ça a changé Benjamin Bello. Le fait d'être hors classement, c'est sûr que tu fais la course, mais bon, tu te dis, bah, l'objectif, c'est pas de se flinguer une clavicule. En plus, si c'est pour pas avoir un classement à la fin, pour pas avoir une carotte au bout. Et là, cette année, il y a la carotte. Bon, bah, il y a mis beaucoup plus de cœur, je pense, cette année, Benjamin Bello. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, devant Edgar Canet, Tobias Epster, les petits jeunes, et puis Doherty. 17ème aujourd'hui de cette étape. Et puis, Charlie Herbst, très très belle journée dans les dunes du côté de Charlie Herbst, 22ème. Juste devant Jérôme Martini et Santolino. Santolino qui hier a une mauvaise surprise. Il a trop consommé dans les dunes, ce qui fait qu'il a fini tracté par son ancien team manager, c'est-à-dire tracté par David Casteux. Assez marrant.
Et puis Xavier Flick qui va ramener normalement la auto à bon port, alors que Nils Sterik, journée plus compliquée hein, sur la Cové, il était plutôt entre 15 et 20 depuis le début du Dakar, et là il finit seulement 31e. Et si on descend dans le classement, Agub Ride qui était bien parti, problème technique sur la Honda, parce qu'il était très très bien parti en début de journée. Marshall Méplon, le français, 41e, et Jérémy Miroir, malgré ses blessures. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Benjamin Melo, oui, où on voit que physiquement il est quand même marqué, Jérémy Miroir, avec la Fantique, qui prend quand même la 44e place aujourd'hui. Je descends un petit peu dans le classement, pas de grands changements, pas de grands concurrents qui ont fait une très mauvaise journée. On regarde les différents classements au niveau du général. Là, sur l'étape, c'est Daniel Sanders, donc toujours en tête avec 9 minutes d'avance sur Tosha Charena. Donc normalement demain, ça sera bon parce qu'il peut perdre 1 minute par tranche de 10 km demain. Sanders, pardon, et il sera quand même devant. Donc il a quand même une petite marge. On retrouve ensuite Van Beveren qui devrait donc finir 3e devant Luciano Benavides, donc nouveau podium pour le français. Et puis Ricky Brabec et Skyler Howe 5 et 6 devant Ignacio Cornero. Comme je vous disais, il a perdu 40 minutes quasiment d'entrée, 40-45 minutes d'entrée, et vous voyez que sinon il était dans le bon tempo, Ignacio Cornero, mais le temps perdu en début de course lui a coûté très cher. Edgar Canet 8e devant Tobias Epster et Stefan Svitko, mais ça va être serré entre Epster et Svitko. Vous voyez, il y a seulement 30 secondes d'écart entre les deux, et ils partiront dans le même groupe demain. Parce qu'on partira par groupe de 15, on y reviendra. Rui Gonçalves, Romain Dumontier, Tony Mulek et Neil Sterik, 14e aujourd'hui, et qui est juste devant Michael Doherty. Benjamin Melo, lui, est juste devant Emmanuel Guinness, mais vous voyez, il y a seulement 1 minute entre les deux, donc c'est rien, 1 minute, donc il va falloir encore cravacher demain pour Benjamin Melo, et surtout pas faire d'excès de vitesse hein, qui pourrait coûter très cher. Donc on aura peut-être le classement avec un petit peu de retard demain du côté de la catégorie Mal Moto. Et puis on retrouve Roman Chic, Martini, Charlie Herbst 25e, mais avec Martini qui a 10 minutes et puis 14 minutes de Roman Chic, donc je pense qu'il ne pourra pas aller devant. Il va peut-être regarder derrière. Et puis Jérémy Miroir 27 devant Xavier Flick 28 qui va ramener la auto à bon port, comme Gelaznikas également, qui devrait réussir cette performance. David Casteux, où il est David Casteux? C'est vrai, je ne l'ai pas vu sur cette spéciale du jour. David Casteux 64e. Voilà, avec les pénalités. Voilà, du côté du général, ils sont donc 90 à l'arrivée pour le moment. En rallye 2, donc Edgar Canet va s'imposer avec 35 minutes d'avance sur Epster, Dumontier 3, Mulek 4 qui est passé devant Nils Sterik, je crois. Et puis Doherty 6. Dommage Doherty, Doherty il a que moins de 2 minutes de retard hein, sur Nils Sterik, donc ça va être serré aussi entre les deux, entre la Koei et la Basse pour la 5e place de cette catégorie. Puis donc en Malmoto, 1 minute seulement entre Benjamin Melo et Emmanuel Guinness. Roman Chic 3e avec un petit peu de marche sur Jérôme Martini. Mike Windeman 5e devant Ravi Vega du côté de ce classement. En auto, gros changement du côté du général, changement de leader aujourd'hui. Mais déjà, la nouvelle victoire d'un Ford, d'un Raptor après Nani Roma, c'est Mathias Ekström avec Emil Bergqvist. Vainqueur aujourd'hui, eux c'est fort parce qu'on connaissait leur pointe de vitesse. Hein. L'année dernière, encore une fois, ils perdent sur un problème technique sur leur Audi, mais ils avaient vraiment un très gros rythme. Depuis qu'ils sont même chez Audi, moi, ils m'avaient impressionné la première année parce que c'était un peu comme Petrucci. C'était, certes il avait fait du rallycross, mais c'était quand même passé de l'univers du circuit à l'univers du rallye raid, et on avait vu notamment avec Romain Dumac, c'est pas si facile que ça de passer de l'un à l'autre, je trouve qu'il l'avait fait avec une habileté quand même assez impressionnante. Alors on sait qu'il est très polyvalent hein, Ekström, mais c'est vrai qu'il avait été très très bon, alors qu'il avait qu'une année d'expérience en SSV, parce que je crois qu'il avait fait du SSV avant Ekström, mais il avait très peu d'expérience avec le team. Oui, voilà, il était avec le T3 Yamaha et en plus il avait fait que cette étape. Donc quand il arrive en 2022, il arrive déjà dans le top 10.
Ça avait été assez impressionnant. Nouvelle victoire, et puis surtout, podium au général pour Ekstrom, qui a résisté à Nasser Al-Attiyah, qui pourtant a essayé, Nasser. Mais c'est vrai que l'erreur de navigation hier d'Edouard Boulanger, il l'a dit, c'était une erreur de navigation de la part du copilote français. Ça coûte cher, Nasser. Ça coûte cher, mais ce qui est marrant, c'est que autant au Rallye du Maroc, le Dacia Sandrider avait quand même dominé, autant sur ce Dakar, ça a été plus... j'ai eu un petit rototo, je m'excuse, mais ça a été beaucoup moins impressionnant sur ce Dakar, en termes de victoire d'étape. Voilà. Je trouve que autant ils avaient vraiment dominé, là en fait il n'y a qu'une victoire d'étape au final pour Nasser Al-Attiyah, et autant ils avaient dominé en termes de rythme sur le rallye du Maroc, mais vraiment ils étaient une jambe au-dessus de tout le monde, autant là on voit que chez les autres on a rectifié le tir avec le rallye du Maroc, c'est pas le Dakar non plus. Il y a une grosse différence entre ces deux épreuves, et là Nasser Al-Attiyah, je pense que chez Dacia il s'attendait à être vraiment devant en termes de rythme, et que ça n'a pas été le cas. Et là, donc déjà, il y a une déception de ce côté-là. Deuxième déception, ça a été la fiabilité, parce que ils n'ont pas réussi à régler la situation. Et puis, je pense que Nasser a commis des erreurs quand même sur ce Dakar. La roue crevée, qui lui coûte 10 minutes de pénalité. L'erreur de navigation hier. Normalement, il fait quand même très peu d'erreurs, Nasser. Là, il en a quand même fait 2 gros. Je trouve que la roue... la crevaison, avec la roue manquante, c'est quand même une grosse erreur de sa part, avec la roue perdue. Donc il y aura des choses à corriger. Le débriefing va être intense, je pense, chez Dacia cette année, avec les multiples problèmes techniques qu'ils ont eu. Et puis lui aussi, il a connu un problème technique de cardan. Non, ça a été un Dakar compliqué. Bon, troisième, Yazid Al-Araji. Je vous avais dit en début de Dakar, ça allait être un Toyota, mais je vous avais dit, je ne savais pas quel pilote. Yazid El-Araji, moi je me méfiais parce que il a fait quand même beaucoup de cabrioles dans sa carrière sur le Dakar. On sait que c'est un pilote qui va vite. Ça, c'est pas nouveau, il va vite. Par contre, c'est un pilote qui était fougueux auparavant et qui avait tendance à faire pas mal d'erreurs. Malgré des bons navigateurs avec lui, mais c'est vrai que je me souviens même en Amérique du Sud, il était déjà là en Amérique du Sud. Je me souviens avec c'était le 3008, le 2008 DKR. Oh, il en avait fait des belles, des cabrioles avec Xavier Panzeri notamment. Et il avait vraiment fait. C'était toujours son problème en fait à El-Araji. On savait que le pilote était rapide, mais c'est un pilote qui cassait quand même beaucoup de matériel. Je trouve que cette année, il a fait un Dakar très calme pour du Yazid El-Araji. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui enchaînait vraiment les très très grosses perfs, parfois qui surpilotait. Là, je pense qu'il n'a pas fait l'erreur de surpiloter. Mais je me disais, bon, il va peut-être faire une erreur à un moment, parce que chaque année, il faisait une erreur, normalement, où il avait un problème technique. Le problème technique, encore une fois, je vous avais dit, normalement, avec Toyota, il ne devrait pas y en avoir, mais je me disais, en voulant reprendre du temps sur la Tégane, il va peut-être trop cravacher et faire une erreur. Non, alors on verra demain, parce que l'écart n'est pas encore énorme, mais il n'a pas fait d'erreur pour le moment, El-Araji. Donc ça serait la première victoire sur le Dakar du Saoudien en Arabie Saoudite. Je peux vous dire que ça va faire causer dans le pays. Mitchell Guthrie, 4ème. Lui, je m'attendais pas à ce qu'il soit à l'arrivée. Lui, je m'attendais vraiment aussi à ce qu'il fasse des cabrioles avec le Ford Raptor, à ce qu'il soit beaucoup plus offensif. Lui aussi, il a fait un Dakar en fait très calme, mais un Dakar d'apprentissage. Et l'année prochaine, il sera dangereux. Mitchell Guthrie. Là, il a fait vraiment un Dakar d'apprentissage où son objectif c'était vraiment d'aller au bout. Et il s'en est très très bien sorti. Sur les dernières étapes, il a vraiment accéléré le rythme. Et ça s'est plutôt bien passé. Henkel Attegan, 5ème. Ouais, les 5 minutes, les 5-10 minutes perdues dans son tonkage en début de course, ça lui coûte cher au final. Il fait une erreur. Bon, cette année, il fallait pas faire d'erreur parce qu'il n'y avait pas tant de dunes que ça. Donc en fait, ça manquait peut-être d'étapes sélectives, vraiment sélectives pour les pilotes de pointe. Et c'est ce qui manque à Coco, mais sinon, ça a été quand même un bon Dakar de la Tégane. Devant Joao Ferreira, qui pour moi sera la belle performance et la belle découverte de ce Dakar
du côté du team X-Red, parce qu'encore une fois, Guthrie, Basiuska, c'est des pilotes qu'on connaissait déjà en T3 l'an dernier. Joao Ferreira, non. Moi, Joao Ferreira, c'est pas un pilote que je connaissais, le portugais, et je trouve qu'il a été très bon. Là, l'année dernière, il fait 5e en SSV, 37e en T3 en 2023. Donc, on peut pas dire que c'était vraiment impressionnant. Mais il a été vraiment efficace sur ce Dakar avec ce buggy X-Red. Il a aussi pas eu de gros problèmes, mais voilà, je trouve qu'il a été vraiment intéressant et pas très loin au final de Demevius en termes de rythme pur, alors qu'on sait que Demevius c'est quand même un peu une référence, donc non, pas mal du tout. Basiuska, Serradori. Bon, alors, il passera pas devant Guthrie, hein, mais non, beau Dakar. Il l'a dit aujourd'hui, ils en ont mis beaucoup dans le pilotage. Il sait qu'il s'est même excusé auprès de son copilote, parce qu'il a dit des fois dans les dunes dures, je lui ai vraiment niqué les cervicales. Mais voilà, ils ont pris du plaisir. On savait que le Century, le buggy déjà de roue motrice était très bon et pouvait se mêler à la lutte avec les meilleurs. Moi, je pensais qu'ils auraient peut-être un problème de fiabilité avec le 4 roues motrices. Voilà, des problèmes de cardan, ce genre de choses qu'ils n'ont pas connu. Donc ça veut dire qu'ils avaient utilisé peut-être des éléments qui étaient éprouvés, que la fiabilité, ils l'avaient eu en essai. Il fait un super Dakar. Donc voilà, encore une fois, pour un mec, lui c'est pas un pilote qui est là toute l'année, donc vraiment impressionnant. Et puis Guillaume Demévius, Mathieu Baumel-Neuf, devant Jean-Rémy Bergoun et Pascal Larocque sur le MD, premier de roue motrice aujourd'hui. Jacopini Menama 11 et 12 devant les frères Coronel aussi derrière. Et puis Lucas Moraes qui aura vécu quand même un Dakar difficile, 15e. Surtout, il aura eu du mal à ouvrir les spéciales. Quand il devait ouvrir, c'était quand même compliqué. Variavoire intéressant, 17e, devant Baraguana et Gastaldi. Et puis, si on descend un petit peu dans le classement, Simon Witt, Cristina Gutiérrez qui a pris une pénalité de 10 minutes aujourd'hui. Journée difficile pour la concurrente espagnole, mais sinon, voilà. Sinon, ça a été quand même un beau Dakar pour elle aussi, hein, Cristina Gutiérrez dans ce rôle de porteur d'eau qu'elle a su faire à la perfection du côté du général. Donc El Hadji avec 6 minutes d'avance sur la Tegane. Donc normalement pour moi 6 minutes, encore une fois, ça fait 1 minute par tranche de 10 km, ça me semble compliqué à dépasser la Tegane. Mathias Ekström 3e. Avec là 4 minutes d'avance sur Alatia, mais à part si Alatia arrive à sortir la grosse attaque, ça me semble quand même compliqué d'aller piquer le podium avec Ekström. Guthrie 5 devant Serradori, là aussi il y a 10 minutes d'avance, donc je pense que Serradori sera 6. Et puis Jacopani, Joao Ferreira, Quintero et Baraguana. Et Serradori pourra être content quand même, c'est qu'il finit à 1h10. Et que tu te dis que l'année dernière, à 1h10, t'étais deuxième du général. C'est là où on voit que peut-être que ce Dakar n'a pas été suffisamment sélectif dans les dunes sur cette année 2025. Du côté du classement de roues motrices, eh bien, Pierre Lachaume reste en tête devant Joubani Simonvitz, Bergoun 4e, voilà, mais bon, MD sera quand même déçu, je pense, de son Dakar. Et puis en catégorie stock, eh bien, on n'a pas le classement. Donc, ils ne sont pas encore arrivés en catégorie stock, ou peut-être qu'ils n'ont pas fait l'étape du côté de chez Land Cruiser. Challenger, victoire aujourd'hui de Yazir Zaidan, qui hier avait failli faire le scratch en battant Nani Roma, mais qui avait eu un problème technique en fin de spécial. Eh bien, victoire aujourd'hui avec Michael Metz. Alors, eux, ils auront des regrets, c'est d'avoir connu des problèmes quasiment au bout de... Enfin, sur les 48 heures, ils ont connu des problèmes d'entrée. Ils ont enchaîné les problèmes, c'est vrai que ça leur a coûté très cher au niveau du Dakar. Ils s'imposent devant Pau Navarro qui finit très fort ce Dakar à l'espagnol. Et puis Dania Akil, là aussi il y aura un peu de déception parce qu'elle était vraiment bien positionnée dans le top 5 et puis elle a eu des problèmes mécaniques. Et donc Nicolas Cavigliasso qui a été en gestion sur cette dernière semaine de course devant Alatia, Oscar Ral. Et puis Favre, Cus, Vélez et Gonçalo Guerrero qui a perdu quand même pas mal de temps aujourd'hui. On n'a pas eu beaucoup d'informations. On sait que son coéquipier Liverton a eu un problème mécanique, mais Guerrero, on n'a pas eu d'infos.
Plus que ça. Et puis donc Antoine Méo. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu finir la spéciale. Et je pense qu'il y a pas mal de concurrents qui n'ont pas fini encore la spéciale, qui voilà, ont décidé d'écourter cette étape. Du côté du classement général, Cavigliasso s'impose donc avec 1h11 d'avance sur Guerrero. Pao Navarro, El Kouari, Kuss. On n'a pas d'informations sur Liverton, mais il avait quitté la spéciale, donc normalement ça devait être comme le Apache d'Antoine Méo. Voilà, donc ça devait être fin de journée. En SSV, victoire aujourd'hui de Sarah Price. Avec une bonne journée pour Canam, car Chaleco prend la 2e place du classement général derrière Brooke Eger. Ferioli 3e, donc Eger 4 devant Pinto, Gaspari, Andoujar. Et vous vous dites, mais où il est Xavier de Soultray? Problème mécanique pour Xavier de Soultray. Et lui aussi, il a dû quitter la spéciale avant son terme. Donc, mauvaise journée, voilà, pour le Français. Ça a été un Dakar, c'est dommage parce qu'il avait un bon rythme. Par contre, un Dakar compliqué au niveau de la fiabilité avec le Sébastien Loeb Racing. Et ce qui fait qu'au classement général, eh bien, Brooke Eger a désormais 2 heures d'avance sur Chaleco. Et Pinto monte sur le podium devant Jérôme de Sadler et Enrico Gaspari. Voilà. Et puis en camion, bah, pas de surprise, hein, Martin Machik s'impose aujourd'hui avec 7 secondes d'avance sur son porteur d'Oki Skoulen. On retrouve ensuite Vaidosta Zala, Mitchell Vandenbrik et Alex Lopez devant Martin Vandenbrik. Pas de Sugawara. Il y a Anna Van Loon qui fait 11e et Sugawara. Où ils ont fini, Sugawara? Eh bien, ils ont dû avoir un problème parce que je ne les vois pas dans le classement. Alors, que s'est-il passé pour Sugawara? Les Japonais, soit je les ai peut-être ratés. Non, je ne les vois pas. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Sugawara sur cette étape. C'était pas marqué comme abandon de la part du Japonais. Mais là, il n'est plus en liste. Donc, est-ce qu'il a abandonné l'étape? Peut-être. Je pense qu'il y a certains concurrents voilà, qu'on préférait, parce que là c'est bizarre quand même qu'ils ne soient pas dans le classement Sugawara. Au classement général, donc Machlik devant Vandenbrik, Lopez, Kiskolen et Vaidosta Zala, qui complète avec 2h30, 2h25 d'avance, et Lopez a 5 minutes de retard sur Vandenbrik, donc il y aura peut-être l'envie d'aller cravacher encore sur le néerlandais pour demain. Et puis en classique, pour le moment, Santa Olala est devant avec 31 points d'avance sur Traglio, mais ça reste quand même très serré entre les deux. On retrouve ensuite Raizis et Danouarakius parce que les Français ont dû abandonner. Eux qui étaient bien positionnés aussi, ou n'ont pas fini la spéciale. On retrouve Stanieski, Ernesto Steva, Dick Van Rompuy et Jörg Sand sur cette étape. Voilà, du côté du classement général. Donc les Français ont dû avoir un problème technique. Et c'est Dick Van Rompuy qui s'impose aujourd'hui. Et puis en Mission 1000, eh bien le KH7 qui a toujours 15 points d'avance sur le buggy Idze H2 qui a fini à spécial, ce qui n'a pas été le cas des Segway qui ont tous eu des petits soucis et qui n'ont pas pu terminer leur spécial. Donc ça leur a coûté des points aujourd'hui sur cette étape. L'étape de demain, eh bien on part de Shubaita pour revenir à Shubaita. Mass start, ça veut dire qu'on partira par groupe de 15 en moto. Voilà, et pour une spéciale qui sera extrêmement courte, hein, seulement 61 km. Voilà, aujourd'hui. Et puis en classique, il y aura seulement 33 km de spécial. Et en futur Mission 1000, ça sera 11 petits kilomètres de spécial. On tournera en fait autour du parc de Shubaita. Hein. Il y aura... Voilà, on fera pas de liaison, ça sera une toute petite spéciale. Voilà, ça sera quasiment déjà les vacances. Eh bien nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de cette journée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!